Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes ravis de passer cette petite heure en direct avec vous, une petite heure gourmande ce matin, puisque notre invité d'honneur c'est le maître chocolatier Georges Larnicole, meilleur ouvrier de France. Incroyable parcours que celui de cet homme qui aurait pu tomber dans la marmite tout jeune, mais qui a eu 1000 vies avant de devenir l'un des fleurons du chocolat breton. Il nous racontera tout ça tout au long de cette émission. Au sommaire également de la gourmandise, encore c'est l'un des produits phares des fêtes de fin d'année avec le chocolat, bien sûr. J'ai nommé le foie gras, spécialité du sud-ouest bien entendu, mais nous verrons que la Bretagne n'est pas en reste, les véganes non plus d'ailleurs. Il existe sur le marché, vous ne le saviez peut-être pas, des faux gras, une alternative végétale au foie gras. Notre spécialiste ponceau Olivier Dauvert nous en dira plus tout à l'heure. Notre coup d'œil hebdomadaire dans le rétro nous plongera quant à lui dans l'histoire des allocations familiales avec une archive de 1967 que nous commentera Fanny Bunion qui enseigne l'histoire à l'université de Rennes 2. On parlera enfin des aventures australes de 5 jeunes ornithologues qui ont vécu une expérience inédite d'hivernage sur le continent arctique, une aventure humaine autant que naturaliste qui se traduit aujourd'hui dans un livre, un film, une expo et des conférences. Et oui, rien que ça. Voilà pour le menu du jour. Bon début de journée à tous. Bonjour Monsieur Larnicole. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors vous êtes né à Quimper de parents pâtissiers dans les Halles, tout petit Tout déjà vous traîniez dans le Fornil. Pour autant, ça ne vous a pas donné envie de reprendre tout de suite l'affaire familiale au décès de votre papa. En homme libre, vous avez fait d'autres choix qu'on va découvrir de ce pas. Je vous propose de tirer un premier petit papier. Allez-y. On va voir un peu ce qui vous anime. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la marmite chez vous? Alors. Ah, pilote de chasse. Pilote de chasse. C'était mon premier rêve. C'était votre premier rêve? Premier rêve. J'étais passionné de mécanique et de vitesse. Et donc j'avais orienté mes études un peu dans cette voie-là, en faisant des études de mathématiques. Et fort de l'avancée à l'école, je me suis présenté pour pouvoir, à l'armée de l'air, postuler éventuellement à une carrière de pilote de chasse. Bien m'en a pris parce que j'ai été vite ramené à la réalité. Parce que j'avais un petit problème, j'avais ce que j'appelais un petit souffle au cœur. Et immédiatement, bien sûr, on m'a fait faire des analyses et c'était un petit peu plus compliqué. Et au travers de ça, bien sûr, cette carrière est partie. Bon, alors pour autant, vous en aviez sous le pied et vous avez eu d'autres idées qu'on va découvrir avec votre deuxième petit papier. Tout à fait. Vous ne vous êtes pas arrêté là. De toute façon, vous êtes un homme passionné, donc vous avez plein de choses qui vous animent. Disons que je suis un homme en vie. Quand on est en vie, la passion aide beaucoup à passer les mauvais moments. Tintin, c'est une longue histoire, Tintin. Alors, qu'est-ce que c'est, Tintin? Tintin a été, pour moi, la révélation un peu de ce que était la vente, de communiquer avec les gens, parce que la vente, c'est d'abord communiquer avec les gens. Si on n'aime pas les gens, on ne sait pas vendre. Et j'ai appris la vente grâce à Tintin. Tintin, est tout simplement... c'est pas le reporter. C'est pas le reporter, tout à fait. Mais il en a un peu la notion, parce que c'était un véhicule, et un véhicule ça voyage, comme le reporter. Et mon Tintin, c'était un vieux camion HY, Citroën, que certaines personnes ont appelé le tôle ondulé. Et avec mon épouse, on avait fait un prêt pour acheter un camping-car, parce qu'on n'osait pas dire à la banque qu'on voulait faire avec notre Tintin un camion de frites. Un camion à frites. Donc, vous savez, en France, c'est des genres de choses qui ne sont pas forcément bien vues. Alors, comme je rappelle tout le temps, l'une des plus grosses fortunes qu'il y avait au monde à l'époque était un marchand de frites qui se mettait sous la forme d'un M jaune, voyez-vous. Et voilà. Donc, j'ai eu ce rêve parce que j'en avais pas les moyens. Donc, je me rappelle à l'époque, ce Tintin, je l'avais acheté 1000 francs français.
ça donne mon âge. Et avec beaucoup de travail, et c'est là que la mécanique m'a servi, parce que j'étais un passionné de mécanique, et j'ai réussi à faire de ce petit véhicule un peu vieillot, un petit camion sympathique, où on a commencé à faire cette démarche vers les gens de vendre des frites novices. Bien sûr, c'était de la frite fraîche. J'avais un petit charcutier qui me fournissait de la charcuterie, de la vraie charcuterie, je vais dire, pas de la déjà charcuterie des produits de qualité, industrielle. c'était ce que vous visiez. Voilà. On recherchait quand même une certaine qualité. Comme toujours d'ailleurs. Voilà. Alors, on va en rester là pour l'instant, Georges Larnicole. Si vous voulez bien, vous nous expliquerez un peu plus tard comment on passe des frites au chocolat, parce que ça reste un mystère pour nous. On va parler d'un autre mets incontournable des fêtes, bien entendu, après le chocolat, le foie gras. Alors, sera-t-il présent sur nos tables cette année après les 2 crises aviaires successives? Est-il plus cher? On fera le point dans quelques instants avec notre expert conso, Olivier Dauvert. Mais avant cela, une petite mise en bouche pour les amateurs. C'est un reportage d'Isabelle Rétigue et Serge Lenot qui se sont rendus chez un producteur de Maure de Bretagne en Ille-et-Vilaine. Car oui, le foie gras breton existe. Voilà 20 ans que Christophe Lelièvre fabrique du foie gras. Et si le produit n'a plus de secret pour lui, la concentration reste pourtant de mise au moment du dénervage, la phase la plus délicate de la préparation. Et là, je vais récupérer la veine principale au-dessus, et puis il y en aura une autre derrière après. Ce qu'il faut, c'est éviter de la casser pour avoir à rechercher partout dans le foie les morceaux. Donc pour celui-ci, c'est fini. On a pratiquement tout retiré. Il suffit ensuite d'assaisonner le foie, 14 g de sel et 4 g de poivre au kilo, de le placer en terrine et de le mettre au four, juste le temps nécessaire. On compte à peu près 4 minutes par centimètre d'épaisseur. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'au bout de 20 minutes, à 80-90 degrés, notre foie gras sera cuit. Et du foie gras, Christophe et ses 20 salariés en produisent 10 tonnes par an, en conserve ou mi-cuit comme celui-ci. À déguster nature ou avec du pain d'épices, idéal pour l'apéritif le soir de Noël, car le foie gras reste la valeur sûre des fêtes de fin d'année. Comment vous le préférez, vous, le foie gras? Comment vous le servez? Comment vous le préparez? Eh bien, en toast surtout, quand on prend celui-ci. Et principalement, moi je l'utilise que comme ça. En toast. Oui. Et on le met en apéritif. Oui, oui, bien sûr. Pas de Noël sans foie gras, et en plus c'est pas pour moi, ça sera aussi pour les clients, car j'ai une boutique. Comme dans le cochon, dans le canard aussi, tout est bon et chaque morceau pourra trouver sa place sur une table de fête. Le magret, l'aiguillette ou le cou cuisiné en persillade. Mélangé à des œufs, il fera une omelette consistante et savoureuse, digne des meilleurs plats de fête. Le foie gras, on va aller plus loin avec notre expert conso Olivier Dauvert qui va nous rejoindre de ce pas. Bonjour Olivier. Bonjour Laurence. Vous allez bien? Parfait. Impeccable. Alors, est-ce que le foie gras est toujours un incontournable des fêtes? Alors oui, c'est un incontournable parce qu'on considère, en tous les cas, 8 Français sur 10 considèrent qu'il n'y aurait pas de fête sans foie gras. Figurez-vous que c'est davantage que les huîtres, alors désolé pour les Bretons. Ouais. On n'est que 5 sur 10 à considérer que des fêtes sans huîtres ne seraient pas des fêtes. Et c'est même davantage que la bûche puisque c'est simplement 6 sur 10. Donc voilà pourquoi vous en voyez arriver partout dans les magasins en ce moment, parce que c'est la période cruciale pour le foie gras. Et juste un chiffre, 70% des ventes annuelles de foie gras se font pendant ces semaines-ci à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc c'est un enjeu colossal pour les marques comme pour les commerçants. Bien sûr. Alors ça pose la question, est-ce que nous trouvons suffisamment de foie gras pour Noël? Alors qu'il faut le rappeler, il y a quand même eu 2 crises de grippe aviaire et l'abattage massif de canards pour éviter la propagation de l'épidémie. Alors, il y en aura assez, rassurez-nous. Oui, vous en trouverez, mais cela dit, dites-vous bien qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde, ou en tous les cas par rapport à la demande, et surtout qu'il sera plus cher. Donc, vous l'avez dit, il y a eu 2 vagues d'épidémie de grippe aviaire. La production, elle a baissé encore en 2017 d'à peu près 25%. Quand on la compare à 2015, la baisse est de 45%. Donc, autant vous dire que ce n'est pas un petit phénomène et que malheureusement pour nous, les productions bulgares et hongroises, qui sont d'habitude des importations très importantes, ne sont pas aussi élevés qu'on le pensait avant, puisque eux aussi ont été touchés par la grippe aviaire. Donc du coup, le foie gras, il y en aura moins et en plus, il sera plus cher. Donc en gros, il ne faut pas attendre la dernière minute pour l'acheter et accepter de le payer plus cher. Alors, il ne faut pas attendre la dernière minute parce qu'incontestablement, on aura ce qu'on appelle des ruptures sur le foie gras d'ici à la fin de l'année. Il y a déjà moins de promotions cette année qu'il n'y en avait les autres années. Et surtout, les premiers prix que l'on observe déjà jusqu'à présent, c'est en moyenne à peu près 15% plus élevé que d'habitude. Donc un conseil, si vous voulez du foie gras, il faut l'acheter maintenant, et même si vous l'achetez en frais
ou en bocal au rayon épicerie, rassurez-vous, il se conservera de toute façon sans problème jusqu'à Noël ou jusqu'au réveillon du 31 décembre. Alors justement, on achète quoi? Parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans les rayons, faut bien le dire. Alors là, c'est très facile pour moi. Le Gersois d'origine exilé en Bretagne depuis 25 Sans ans, on peut blague, vous en vous parler êtes des heures et des Gersois heures. d'origine. Oh, Il alors, y on a va en apprendre ces gros, choses. il y a deux types de foie gras. Alors je Ouais. passe outre le fait qu'il y a soit du foie gras d'oie ou de canard, mais quand on est dans le canard par exemple, qui représente 97% des achats, vous avez soit du foie gras entier, c'est celui qu'on a vu dans le sujet, vous avez vu, on prend le lobe du canard, du foie gras de canard, on l'assaisonne, on le fait cuire tout simplement, et c'est d'ailleurs pour ça que après cuisson, quand vous ouvrez le bocal ou la terrine, vous trouvez de la graisse, parce que le foie en cuisant génère de la graisse. Donc ça, c'est la version la plus savoureuse, la texture est la plus intéressante. C'est aussi le plus cher. Ça vaut entre 60 et 70 euros le kilo en moyenne pour les foies assez conventionnels. Et puis vous avez aussi à l'autre bout de la chaîne, j'allais dire, c'est-à-dire les produits moins haut de gamme, ce qu'on appelle le bloc de foie gras. Alors le bloc de foie gras, vous prenez aussi les foie gras, les lobes, mais ils sont malaxés, alors on dit émulsionnés pour faire moins peur, mais au final c'est une espèce de pâté. Ils sont moulés dans des tubes ronds, ce qui fait qu'ils ont quand même un avantage, c'est qu'ils vous permettent de faire des tranches parfaitement rondes. Simplement la texture est moins savoureuse, c'est plus du pâté en bouche que le vrai foie gras entier, mais ça vaut quand même 2 fois moins cher. Et puis vous avez une espèce d'entre-deux, c'est ce qu'on appelle le bloc de foie gras avec morceaux. Donc là on prend le bloc, cette espèce de pâté reconstitué, alors c'est un peu familier, mais vous avez compris l'idée, dans lequel on laisse quand même à l'intérieur des morceaux de foie gras entiers, ce qui fait que vous avez quand même en bouche ce goût de texture, et que c'est peut-être un bon compromis, un bon entre-deux en tous les cas, pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se payer du foie gras entier, qui est évidemment le plus cher. Alors comme vous êtes très fort, vous nous avez aussi déniché du foie gras pour les végétariens. Alors j'ai effectivement pensé aux végétariens. Alors c'est un produit qui se trouve beaucoup dans les magasins bio. Ouais. Alors c'est pas du foie gras, vous l'avez dit pour démarrer, c'est du faux gras. Faux gras. Alors ça ressemble à du foie gras dans la manière dont c'est vendu. Ça se tartine comme du foie gras. Ça ressemble Ça à a un l'odeur, goût la couleur. vaguement à du foie gras, mais c'est du faux gras. Par contre, c'est du c'est fait de quoi? vrai gras Ouais. au sens nutritionnel du terme, parce que quand vous regardez la composition, vous avez à l'écran d'ailleurs, vous avez de l'huile principalement, donc c'est de l'huile de coco, et puis quand vous regardez dans le détail, vous avez de la levure alimentaire, vous avez des protéines de tournesol, il faut que je reprenne tout ce que j'ai noté tellement c'est contre-intuitif pour moi, et vous avez même de l'amidon de pommes de terre, donc vous le voyez, on est quand même finalement très loin du foie gras, mais après tout, les végétariens ont aussi le droit de faire semblant, et donc pour faire semblant, ils ont du faux gras. Magnifique. Le faux gras, ça vous laisse pensif Écoutez, je pense que on a un pays où on a la chance d'avoir moult spécialités, ce que nous envierait beaucoup de pays. Donc j'entendais parler du foie gras de Bulgarie et d'autres contrées. Privilégions d'abord un peu chez nous, de façon à avoir à donner travail à tout le monde déjà, ça c'est une première chose. Et au moins, c'est un circuit un peu plus court. Dommage que le foie gras ne soit pas breton. Mais il y en a, il y en a un peu. montagne. Ouais, il y en a un Si on veut donner un truc aux consommateurs pour être sûr d'acheter français, il y a une solution efficace, c'est d'acheter du foie gras IGP, ça veut dire indication géographique protégée. Il y en a une notamment principale, c'est le canard à foie gras du sud-ouest. Donc quand vous avez ce macaron et ce libellé-là, il ne sera pas breton, mais vous serez sûr qu'il sera français. Et puis, dans le détail, quand vous achetez, c'est valable pour du confit de canard aussi, mais quand vous achetez du foie gras de canard, vous retournez la boîte et vous avez ce qu'on appelle une estampille vétérinaire. C'est un petit code avec quelques chiffres. Si ça commence par BG, méfiez-vous, ça veut dire Bulgarie. Donc si ça commence par FR, vous êtes plutôt rassuré, ça commence par... Ça ne veut pas dire que le foie gras bulgare n'est pas bon, ça veut juste dire que le foie gras français, il a au moins une valeur sociale, on va l'appeler comme ça, qui est quand même supérieure, parce qu'il a fait quand même travailler des producteurs. Exactement. Défendons notre pays d'abord. Ça, c'est un de vos credos, Jean-Charles Nicole. Alors, on va revenir à votre histoire. Comment on passe des frites avec leur vrai gras au chocolat? Expliquez-nous. Expliquez-nous ça. Oh, c'est... Ça nous intrigue un peu quand même. Comment dire? C'est un peu comme... un animal descendant d'un arbre, il passe de branche en branche. Voilà. Après, il trouve ses racines quand il a trouvé son métier, entre parenthèses. Et la transition s'est pas faite directement des frites au chocolat. Il y a eu un petit intermède qui était... il y a eu une symbolique. C'est, un jour, j'avais l'habitude de mettre mes friteuses en marche le matin de bonne heure. On commence de bonne heure aussi dans les frites, à 6 h du matin. Et puis, j'allais acheter mon journal. Et je vais dans un petit bureau de tabac, buraliste, et j'achète le journal. Et il y avait la tenancière qui était avec une jeune apprentie. J'étais jeune à l'époque. Et la jeune apprentie crie tout fort dans le bar tabac. Trouvez pas que ça pue la frite, madame? J'ai rien dit, j'ai ramassé mon journal.
Et je vous le jure, quand j'ai descendu les 3 marches qui arrivaient sur la route, je me suis dit, je vais voir ma femme et on change de métier. Et donc, Comme ça. voilà, comme Wow. ça. Ah oui, C'est- ça a été vraiment un déclic. Voilà, il faut suivre un peu son ressenti, son feeling. Hein. Il ne faut pas toujours être mécanique, il faut se laisser aller, au risque de désordre après, mais c'est pas grave. Et donc, après... Alors, vous avez embarqué votre femme. J'ai vous lui avez embarqué dit, ma femme. Allez, on monte. Et nous sommes, à l'époque, je remonte, je suis un homme d'un certain âge. On montait à la capitale. Ah oui, on monte à la capitale. Donc, nous étions montés à la capitale avec notre petite 4L de première main. Et nous avons, en essayant de trouver un autre métier. Et en l'espace de 3 jours, on a dépensé tout l'argent qu'on avait prévu pour nos vacances. Allez, pas Donc, acheter de foie gras. bah, Non, mais voilà, Je vous garantis, on n'a pas fait l'excès du foie gras. j'imagine. Après, nous sommes descendus, on n'avait jamais vu la Côte d'Azur. Maintenant, avec les moyens de transport, tout ça a bien changé. On n'avait jamais vu, on avait envie de connaître cette fameuse Côte d'Azur dont on entendait parler avec les acteurs, avec les cinémas, etc. Donc nous sommes descendus sur la Côte d'Azur, nous sommes arrêtés à Saint-Paul-de-Vence, où j'adorais tout ce qui était manuel. J'avais besoin de l'artisanat, faisait partie de mon concept de vie, à mon épouse aussi. Et nous sommes tombés devant un magasin, on est tombé bras ballants. C'était un monsieur qui faisait de la corderie d'art, des lustres, des lampadaires, des miroirs, des lits, des capsuleurs, tout ce que vous voulez. L'imagination à libre cours, et c'est ce qui m'intéressait. Et on s'est regardés tous les deux, et il n'y a pas eu un mot, il y a eu un signe de tête. Et on est allé voir le vieux monsieur, qui était vieux monsieur avec tout le respect que je dois, bien sûr, qui avait plus de 85 ans, qui, la première chose qu'il a fait, il m'a demandé vous voulez apprendre le métier? Je dis montrez-moi vos mains. Donc je lui ai montré mes mains. Bon, c'est pas des mains de pianiste. Donc il a vu que ses mains pouvaient travailler, et il m'a dit j'ai refusé au moins une 50aine de jeunes d'apprendre le métier, mais c'est la fin, donc je vais vous montrer. On a pris la corderie, c'était un très beau métier. On a été heureux, c'était de la création permanente. Mais j'avais un petit problème, un petit handicap. Comme je vous disais, je n'ai pas fait mon service militaire parce que j'avais un petit problème cardiaque à la naissance. Et c'est bien sûr la corde, la manille et le sisal venant des Philippines, de la ville de Manille, était assez impur. Parce que c'est en fin de compte, on pourrait dire que c'est un bois battu avec toutes ces impuretés. Et donc à force de le manipuler... Voilà, les impuretés sont rendues, quand vous armez la corde, il faut mettre une armature métallique, l'armer. Alors ça vous apprend une certaine dextérité dans les mains qui m'ont bien servi après pour le chocolat, bien sûr. Et ce fait d'armer m'a fait rentrer des épis de corde dans les mains. Et à mon insu, un microbe est venu se greffer sur mon cœur. Et j'ai eu une endocardite. Donc on m'a dit, monsieur Larnicole, il va peut-être falloir changer de métier, parce que changer de cœur, ça va être compliqué. Et c'est donc, ce que vous avez fait. Donc, est-ce que vous avez pensé naturellement tout de suite à la pâtisserie? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du c'est tout. Ça qui est étonnant. On avait un ami qui était, il était peintre sur soie, et il avait un magasin à Quimper, en ma ville de naissance, en bail précaire. Vous savez, le bail précaire, c'est 23 mois, vous ne pouvez pas le renouveler. Il pensait le renouveler, c'était pas possible. Donc il m'appelle, il me dit, Georges, écoute, voilà, mais j'ai mon local de disponible, mais tu n'as que jusqu'à demain. Ça, c'était le soir, à 8h ou 9h du soir. Tu n'as que pour demain, pour décider si tu le prends et qu'est-ce que tu fais à l'intérieur. Aucune idée. La corderie, c'était plus possible. Les frites, j'avais pas trop envie d'y revenir. Et puis, avec ma femme, on a bataillé. Batailler est un grand mot, bien sûr. On a discuté vivement, parce qu'elle n'était pas tout à fait d'accord à l'époque. Mon papa étant pâtissier, je me dis, pourquoi pas, au moins un croissant, j'en vendrai un tous les matins. Et donc, on a opté pour de la pâtisserie. Et quand on a mis la clé dans la porte de ce petit magasin de 15 mètres carrés, en bail précaire, où j'ai acheté de l'inox, 40 mètres d'inox, tronçonné, appris à souder pour faire, parce que j'avais pas l'argent, récupérer des vous-même fours. vos tours de pâtisserie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce que je veux dire un peu, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est pas parce que vous n'avez pas d'argent. Je vais pas dire que on s'en fiche, il en faut un peu toujours, mais il vaut mieux avoir beaucoup de capacité d'adaptation à une situation critique, et c'est ce que j'appelle l'intelligence. De façon à retomber sur ses pieds et être libre. La liberté, c'est pas être emprisonné. La liberté, c'est dans sa philosophie de vie, de pouvoir l'accomplir. Et donc, la pâtisserie s'est faite petit à petit. Et quand on a mis la clé dans la serrure avant d'ouvrir,
on s'était juré que si j'étais pas meilleur ouvrier de France au bout de 10 ans, alors je savais même pas ce que ça voulait dire meilleur ouvrier de France. J'avais attendu, le mot me plaisait parce que c'était meilleur. Il y avait le mot meilleur dedans. Ouais, c'est ça. Et puis C'est conjugué, le ça challenge faisait que vous mof. faisiez. C'est pas loin de bof, mais c'est pas tout à fait pareil. Et donc voilà, j'ai travaillé de façon assez ardue. Vous avez relevé le défi, voilà, on l'évoquera c'est beaucoup tout à l'heure. de travail, mais on y arrive. On va l'évoquer tout à l'heure, la suite de votre histoire, qui est un véritable roman, hein, on l'a dit. Justement, après avoir écouté votre histoire, on va parler de l'histoire avec un grand H. On va tout de suite retrouver les archives de l'Institut national de l'audiovisuel qui vont nous être commentées ce matin par l'historienne Fanny Bugnon. Alors, petit coup d'œil dans le rétroviseur avec vous ce matin. Quelle archive avez-vous trouvé ? Eh bien, on part en 1967 dans la rue, le monde familial ordinaire quotidien des Rennais, avec l'histoire des allocations familiales. Eh bien, on regarde tout de suite et on en parle juste après. Que pensez-vous des allocations familiales d'une façon générale? Je pense qu'elles ne sont pas très suffisantes. Ça m'arrangerait mieux, ça m'arrange davantage si elles étaient augmentées. Combien touchez-vous mensuellement? Mensuellement, je touche avec les allocations logement et les allocations le salaire unique. Oui. 60 000, un peu plus de 60 000 francs maintenant. Avez-vous bénéficié d'autres avantages des allocations autrefois ou récemment? Quand les enfants étaient plus jeunes, oui, j'ai bénéficié de l'aide des frais ménagers. Et puis alors, je bénéficie tous les ans de l'aide aux vacances. Pourriez-vous vivre s'il n'y avait pas les allocations, si elles étaient supprimées du jour au lendemain? Ah non, ce serait impossible. Pour un jeune ménage, vous pensez que c'est une bonne mesure aujourd'hui quand même? Ah oui, sûrement. Oui et non. Oui et non, parce qu'il y en a qui abusent très souvent des allocations familiales et les enfants n'en profitent guère. Maintenant, je crois que c'est quand même moins vrai, quoi. D'abord, il y a quand même moins de familles nombreuses, des gens qui ont des enfants uniquement pour les allocations familiales. Je crois que c'est quand même plus rare en ce moment. À Rennes, le groupement des caisses centralise le paiement régional. Chaque mois, plus de 3 milliards d'anciens francs sont versés. Mais à quoi servent les prestations? J'en ai jamais touché dans ma vie. Ça n'existait pas lorsque nous avions des enfants. C'est pour améliorer le sort des enfants, c'est-à-dire les élever dignement, leur donner une bonne nourriture et les habiller comme il faut. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Aider les pères, les parents des familles nombreuses, quoi. Seulement des familles nombreuses? Je crois, oui. Elles servent dans le ménage, je sais pas moi. À élever les enfants, à les habiller, à les entretenir. Oui. À améliorer le budget pour élever les enfants. Et savez-vous que les caisses peuvent vous fournir d'autres aides que l'argent qui est versé? Oui, je crois en cas de décès du mari, il doit y avoir une subvention, quelque chose de donné. Je crois, je suis pas certaine. Ils font tout pour le logement, c'est bien, il faut prendre un numéro, puis il faut attendre son tour. Le tout, c'est de s'y prendre à temps. Dans cette histoire-là, il y en a qui payent et qui reçoivent. Oui. Mais il y en a qui payent et qui ne reçoivent jamais rien. Y compris les célibataires, par exemple. Ah oui, c'est le cas, effectivement, oui. Voilà. Ça m'aide bien, oui. Je suis très content d'avoir. Les salaires sont tellement bas que s'il peut qu'on donne, ma foi, ça aide toujours. Ce que je comprends pas, c'est que quand on travaille à mi-temps, comme je le fais, on enlève carrément le salaire unique. On devrait le laisser à moitié. Ça serait mieux. La mère et l'enfant, c'est le pivot de l'action sociale des caisses. L'importance considérable, grandissante chaque jour depuis 20 ans de l'action des caisses, s'étend à de nombreux domaines sociaux et familiaux. Pour les 4 départements bretons, centres sociaux, aides ménagères, prêts, vacances et surtout le budget considérable consacré au logement. Ah, savoureuse archive, c'est dur à dire ça. Cette archive date de 1967, Fanny, mais l'histoire des allocations familiales commence officiellement dès les années 30 en fait. Elle commence avant, en fait, en 1932, une loi est votée qui met en place le principe de ce qu'on appelle à l'époque des sursalaires familiaux. Donc c'est un bonus en quelque sorte qui est versé par les employeurs. C'est pas une prestation publique de l'État, mais vraiment par les employeurs aux salariés qui ont au moins 2 enfants.
Ça, c'est en 1932. Alors, ça va se mettre progressivement en place avec des taux différents selon les départements, selon les secteurs d'activité. Mais en 1932, une loi est posée en ce sens. Alors, la réflexion était née en amont, notamment dans le courant chrétien social pendant la Première Guerre mondiale, pour compenser les baisses de revenus, pour soutenir les chargés de famille, comme on disait à l'époque. Et donc, c'était l'État et quelques entreprises qui versaient ces suppléments familiaux. Alors, cela a suscité des critiques, notamment de la part des syndicats qui, eux, préconisaient plutôt une augmentation des salaires parce que les salaires ordinaires ne permettaient pas, à leurs yeux, de couvrir le coût de la vie quotidienne. Alors, 1939, c'est une date à retenir dans l'histoire des allocations familiales. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, en 1939, pour la première fois en France, la France se dote de ce qu'on va appeler un code de la famille et de la natalité. C'est son intitulé intégral. Donc, avant le début de la Seconde Guerre mondiale, et qui va généraliser ce principe des allocations familiales pour toutes les familles qui ont au moins 2 enfants et qui vont instaurer une progressivité des montants versés, notamment avec une forte augmentation à partir du 3e enfant pour encourager, soutenir la natalité. Quand est-ce que sont créées les caisses d'allocation familiale à proprement parler, du coup, on se demande ? Alors, ces fameuses CAF qu'on connaît aujourd'hui, ces caisses d'allocation familiale, elles voient le jour en 1945, au moment où se crée la sécurité sociale. C'est une des branches, en fait, c'est la branche famille de la sécurité sociale, et ce sont des organismes privés. C'est rappelé dans le sujet, hein. Il y a souvent une confusion, on pense que c'est de l'argent qui vient directement de l'État. En fait, ce sont des cotisations qui sont versées sur les salaires, donc de la part des employeurs et des salariés, qui vont être généralisées et sans condition de ressources, sans condition de revenus. C'est vraiment en fonction du nombre d'enfants dans la famille que se mettent en place ces caisses d'allocation familiale, et qui sont gérées par des représentants d'associations familiales, d'employeurs, de salariés. Donc on est sur un organisme privé. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Fanny, de nous avoir renseigné sur l'histoire de ces allocations familiales. Ça vous fait réagir, Georges Larnicole ? Je pense que oui, bien sûr, je pense que si on n'avait pas cette petite manne de solidarité, beaucoup d'enfants en auraient souffert par le passé. Je me souviens, mes parents avaient des allocations familiales et ça a aidé bien des familles. Comment un pays peut-il évoluer s'il n'a pas un ensemble d'enfants qui sont capables de prendre la relève demain ? Donc il faut bien sûr du sang neuf, des jeunes, et que les familles puissent les supporter et qu'elles aient une vie le moins désagréable possible. Et je pense que c'est une question de civisme, que tout un chacun y participe. Je suis moi-même employeur, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et que ça vienne de l'ensemble des citoyens me paraît le minima de ce que veut dire le mot citoyen. Sinon, ça n'a aucune valeur. Moi, je retiens du sujet qu'à cette époque-là, on entretenait les enfants. On les élevait. Oui. On ne les élevait pas, pardon. Ouais, on ne les élève pas. Et donc, je pensais qu'on entretenait une voiture, une immeuble. Ben non, à cette époque-là, on entretenait les enfants, et les allocations familiales étaient visiblement là pour ça. Voilà. Ça m'a marqué également. On va revenir à votre histoire, Georges Larnicole. On en était resté au défi que vous vous étiez lancé, devenir MOF, meilleur ouvrier de France, en moins de 10 ans. Eh bien, vous y êtes arrivé. Oui. Ça a été un vrai sacerdoce pour vous, cette année 93 ? Complètement. Quand j'ai commencé la pâtisserie, parce que c'était un monde que je ne connaissais pas, j'avais dit à mon épouse, je suis rentré en pâtisserie, qu'on m'en rende sous les ordres. Ouais. Parce qu'il y a une certaine... c'est une famille qui est assez lointaine, ancestrale, et donc il y a des rituels qui sont, pas des rituels, je vous rassure, des rituels tout simplement de parler, d'être... donc je trouvais l'ensemble assez rigide. Néanmoins, j'ai essayé, je n'ai pas voulu de ce fait prendre un peu une direction classique et de faire un peu une pâtisserie un peu, comment dire, pas moderne, mais différente de ce que faisaient les autres. Les autres, il y avait beaucoup de décors en sucre. J'ai fait des essais. Je faisais par jour, en règle générale, 10 essais, c'est-à-dire 10 essais pour créer quelque chose. Et il en restait un tous les 3 mois qui était vraiment opératif. Alors vous dormiez carrément au pied de la chambre froide. Ah oui. Vous dormiez 2 heures par nuit pendant cette année-là ? Alors, c'était pendant l'année de la préparation du concours des meilleurs ouvriers de France, c'était en 2013.
je savais que j'avais pas le droit de rater la porte. Parce que j'étais cardiaque et je sentais que il fallait que j'aille relativement vite pour pouvoir assurer une continuité. 2, financièrement, j'avais pas papa avec beaucoup d'argent, personne ne me connaissait. Quand j'ai commencé la pâtisserie, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire en pâtisserie? Il vendait des frites. Vous savez, Quimper est comme beaucoup de petites villes. Donc il fallait vraiment faire ses preuves. Donc pour ça, il fallait que je rattrape un peu le temps parce que je suis rentré en pâtisserie à 31 ans. Donc j'avais beaucoup de retard à combler par rapport à mes confrères qui, eux, commençaient à 16 ans, 17, 18 ans en apprentissage classique. Donc, ça supposait, il ne faut pas rêver, il faut beaucoup de travail. Je vous rassure tout de suite, les 35 heures, c'était en 2 jours. Et à l'époque, effectivement, pendant l'année de la préparation du concours des meilleurs de France, en plus de gérer mon entreprise et d'assouvir une passion-désir, et j'ai commencé à devenir addict de la pâtisserie, parce que je me levais le matin, je pensais au titre de meilleur Haut de France, je me couchais le soir, j'y pensais, c'était obsessionnel, et j'ai eu une épouse qui a été extraordinaire, parce qu'elle a supporté toute cette difficulté de vie pendant un long moment, et les astreintes financières, parce que bien sûr tout l'argent était englouti pour faire des essais, pour créer du matériel. Donc beaucoup de matériel, comme je bricolais beaucoup avant, parce que je faisais de la mécanique, j'ai commencé à faire pas mal d'outils, et je me suis rendu compte que c'était un avantage de ne pas avoir l'argent pour acheter des outils, parce que j'ai créé des outils à moi spécifiques qui faisaient créer un produit donc spécifique, donc différent des autres. Donc une originalité voilà. déjà. Je dis toujours, quand il y a une grande salle, et je disais toujours ça à ma fille, regarde d'abord avant de sortir par où sortent les gens. Ils sortiront toujours par la droite ou par la gauche. Mais s'ils sortent par la droite, va à gauche, parce que le terrain est vierge et l'herbe est fraîche. De l'autre côté, il n'y a plus que de la boue. Alors l'originalité, c'est un peu votre marque de fabrique, effectivement. Aujourd'hui encore, dans le concept de vos magasins, vous avez un peu lancé le concept de la vente en libre service à la pièce, concernant le chocolat, ce qui était totalement innovant. Et ce qui surtout ouvrait le chocolat à toutes les bourses, on va dire. Exactement. Je voulais faire quelque chose, mais sans oublier les difficultés que j'avais eues, les difficultés financières. Donc je voulais que, si je faisais de la pâtisserie, de la chocolaterie, c'est que tout un chacun puisse s'offrir, pas un ballotin de 250 ou de 500 grammes, puisse acheter un bonbon de chocolat de 8 grammes, 10 grammes, 12 grammes, 2, 3, 4, 5, comme il l'entendait. On verra on voit dans tout ce qui se passe en France qu'il y a une grosse quête au gaspillage. Quand vous achetez un ensemble, un sac, je dirais un ballotin d'1 kilo, s'il y a besoin de 80 grammes, pourquoi aller acheter 1 kilo? Enfin, le chocolat est un peu spécifique, tout le monde va en manger. Généralement, il n'y a pas de reste. Mais si vous voulez, il y a beaucoup de produits où il y a du reste. Donc c'était un peu enlever ça, permettre à tout le monde de pouvoir avoir un petit peu de chocolat et essayer de faire un chocolat qui soit quand même bon. Voilà, c'était un peu le challenge qui n'a pas été facile, mais on a synthétisé les choses, simplifié les choses pour arriver à offrir ce qu'on offre aujourd'hui, un panel à un prix tout à fait correct, mais qui va s'enrichir avec les années, parce que je suis un vieux maintenant, et j'ai la chance d'avoir une entreprise où la moyenne d'âge est de 33 ans. Donc c'est pour préparer demain, parce que mon entreprise n'a de valeur que si elle est encore là dans 100 ans, 150 ans, que sais-je. Mais pour moi, il n'est absolument hors de question de vendre cette entreprise. C'est un peu comme si je vendais mes tripes. On ne peut pas la vendre. Je ne veux pas qu'on la vende. Donc tout est un peu commence à se verrouiller pour que les gens qui sont dans l'entreprise puissent un jour être au pilotage de ce fabuleux paquebot qui a été construit en route, parce que c'était une barque, et en même temps que ce bateau était avancé, on a rajouté des morceaux. Garde le cap aujourd'hui. Alors ce qui est fou, c'est que vous faites encore tout en 100% manuel. En fait, vous faites de l'artisanat à l'échelle industrielle quasiment. Parce que vous avez beaucoup de boutiques. J'aime pas trop le mot industriel, parce que ça veut dire souvent la seule notion, c'est le profit. Moi, c'est ce que je voulais, si vous voulez, c'est très simple. Les meilleurs fabricants de machines se trouvent en Suisse, en Allemagne. Ce sont des gens que je respecte beaucoup. Mais si j'achète une grosse machine industrielle en Suisse ou en Allemagne, je prends l'argent breton, avant d'être français. Je l'amène en Allemagne, donc j'appauvris quelque part la Bretagne. Là, à la production, on est environ une centaine de personnes, tout est fait main. Je pourrais le remplacer et arriver à 15 personnes si j'avais des machines.
Mais je ne serai pas en phase avec ma philosophie, que je suis né sur une terre, la Bretagne, qui m'a donné cette chance que j'aurais peut-être pas eue si j'avais été à Paris ou dans une autre région. Donc il est normal, à minima, d'envoyer ce petit retour, ou spécifiquement dans ces périodes où il est assez difficile de trouver de l'emploi. Donc, et le deal, à chaque fois, quand les gens rentrent dans l'entreprise, je leur dis attention. Par contre, vous allez acheter chez le petit boulanger, chez le petit charcutier, chez le petit boucher. Pas dans ce qu'on appelle une grande surface. Il y a une qualité de vie, qualité de produit et un retour sur investissement, je peux dire. C'est-à-dire que l'argent est redistribué, tout au moins une partie, sur le territoire. Voilà. Vous restez avec nous, justement, Georges Larnicole. On va parler de notre territoire et des belles choses qui se trouvent sur notre territoire. Je vous propose à présent une petite promenade au château, à la découverte du château des Pères à Piré-sur-Sèche, en Ille-et-Vilaine. Un château pas tout à fait comme les autres. Vous allez voir, suivez notre châtelaine du jour, Catherine Carlier. Bienvenue dans notre série Itinéraire Bretagne. Cette semaine, c'est la vie de château qui est au programme, à la rencontre de ces propriétaires qui ne veulent pas se prendre pour des châtelains, mais qui veulent tout simplement, je dirais, vivre leur rêve. Nous sommes ici à Piré-sur-Sèche, au château des Pères. Le propriétaire l'a acheté en 2010 et il a voulu dédier ce château à l'art et au travail manuel. Un projet atypique, c'est normal. Le propriétaire lui-même a un parcours atypique. Je vous laisse le découvrir. Plus de 1000 salariés, un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros et actuellement près de 300 chantiers dans le Grand Ouest et en région parisienne. Une vingtaine d'entreprises et un groupe florissant créé par cet homme, Jean-Paul Legendre. Moi j'ai un CAP de maçonnerie. Voilà. Tout ce que j'ai fait, je l'ai appris au contact des gens sur les chantiers, en fonction de des recrutements que j'ai pu faire, des gens que j'ai pu rencontrer. Et je dis souvent que je n'ai pas été longtemps à l'école, mais ça fait 43 ans que j'y suis et que j'ai vraiment démarré l'école quand je suis rentré dans l'entreprise. S'il a réussi, c'est surtout parce qu'il a su bien s'entourer, aime-t-il à répéter. Quand j'embauche les collaborateurs, à chaque fois je lui dis la même chose, je lui dis je ne vous embauche pas pour me dire oui, je vous embauche pour défendre vos idées. Car que de chemin parcouru pour ce patron, parti de rien ou presque. Ça c'est mon blague. Jean-Paul Legendre a depuis passé le flambeau, mais il est toujours très actif. Il est devenu propriétaire du château des Pères, pas pour y habiter, mais pour redorer le blason du travail manuel et de l'art. Il voulait un écrin. En fait, Jean-Paul Legendre, je ne savais pas que vous aviez une âme de châtelain. Ah non, je ne crois pas que j'ai une âme de châtelain. J'aime les pierres. J'aime les vieilles pierres parce que ça me fait revenir à mon premier métier. Puisque j'ai démarré en 1968 chez mon père qui était artisan. Et en fait, on ne faisait que de travailler la pierre sur des réhabilitations, sur des maisons anciennes. On ne faisait pas de construction neuve ni de béton à cette époque-là. Bon alors, ce château-là à Piré-sur-Sèche, vous l'avez connu tout petit ? Ah oui, moi je suis né à Montlis, j'ai vécu 40 ans, donc avec ma mère surtout, je venais régulièrement ici parce que c'est occupé par les Pères du Saint-Esprit qui, entre autres, faisaient du plant de légumes et puis élevaient ce qu'on appelle des poussins d'un jour. Et ma mère venait chercher des poussins, des canards, venait chercher du plant de poireaux, du plant de salade ici. Donc je connais ce lieu depuis ma plus grande enfance. En 2010, ce château est donc à vendre. Oui, parce qu'entre 1928, pendant 82 ans, donc les Pères du Saint-Esprit l'ont eu. Ça a d'abord été un centre de formation aux travaux manuels. Avant d'envoyer les pères ou les frères en mission en Afrique, on leur apprenait un métier manuel. Et puis, faute de vocation, c'est devenu un lieu de retraite. Et puis à la fin, il n'y avait plus que 4, avec 88 ans de moyenne d'âge, et il avait tendance à s'ennuyer ici, ça leur coûtait trop cher, parce qu'ils ne pouvaient plus assumer les travaux de réparation. En 2010, quand ce château était à vendre, là, pourquoi vous vous êtes dit, je l'achète? Mais j'avais envie de revenir à mes premiers amours, vos premiers amours, voilà, ouais. de la pierre. Et l'idée, c'était d'acquérir ça, de le réhabiliter, et d'en faire un lieu je dirais, de valorisation du travail manuel. Pas dans le sens d'un centre d'apprentissage ou d'un centre de formation, parce qu'on n'a pas cette vocation et il y a déjà suffisamment d'organismes entre les CFA, les chambres des métiers et tout qui le font. Nous, c'est de se dire, on va faire découvrir le travail manuel à des gens qui viennent pour leur plaisir, pour leur satisfaction, pas du tout pour en faire un métier. Et c'est la raison pour laquelle on héberge des artistes depuis le début et qu'on fait des formations, des team building qui sont liés sur l'art et la matière.
Je dis souvent que les plus grands peintres, les plus grands sculpteurs, alors bien sûr, si on va sur Léonard de Vinci ou Michel-Ange, étaient des génies, mais non seulement ils créaient, mais en plus ils fabriquaient. Contrairement à maintenant. Maintenant, on a tendance à dissocier l'intellectuel du manuel, et je trouve que c'est dommage. Donc là, vous voulez réconcilier et transmettre. Exactement. Ici, on dit, vous voyez la main, vous la voyez partout. Vous avez une main en granit, vous avez des mains qui sont dessinées. En fait, c'est tout ce que la main peut faire. Avec la main, on fait plein de choses. On peut passer des messages, des expressions, mais on peut aussi façonner beaucoup de choses. Il ne faut pas hésiter à bouger son travail et à tourner autour. Jacques est venu s'essayer, entre guillemets, au travail de la pierre. Il fait un stage d'une journée. J'avais envie de découvrir la pierre, donc on est bien accompagné ici avec Sylvie qui nous aide bien. Faut apprendre beaucoup, parce que ça se fait pas comme ça. On a la chance aujourd'hui de travailler sur une pierre qui, ma foi, est relativement facile, je dirais. Mais bon, lui donner une forme, c'est déjà plus compliqué. Sylvie est l'une des 3 artistes accueillis en résidence au sein du château. Un atelier est mis à disposition, cela devient son lieu de travail, d'exposition et d'animation permanente. Il faut savoir s'organiser par rapport aux visiteurs. Parce que certains jours, vous pouvez avoir des gens à passer tous les 10 minutes. On ne va pas les mettre dehors, ce n'est pas le but. L'idée, c'est de les accueillir, de faire découvrir notre travail. Alors, effectivement, il y a des périodes qui sont peut-être un peu plus difficiles au niveau de la production, et puis d'autres moins. On profite des mois d'hiver, par exemple, pour fabriquer, pour travailler. Et les visiteurs, il y en a pour découvrir également, juste à côté, le travail du bois ou du fer. Ça nous légitimise, le fait d'être dans un lieu qui commence à être reconnu. En tant que sculpteur, on a besoin d'être présenté. Alors à chaque fois, quand on parle du lieu et que les gens commencent à connaître le lieu du Château des Pères, ça offre une reconnaissance, effectivement. Jean-Paul Legendre a donc réussi son pari de valoriser le travail manuel. C'est rare, non, comme initiative? C'est rare, oui, c'est très rare. Moi, je ne connaissais pas avant de personne qui ait fait ça dans ce secteur. Et j'ai eu la chance d'en profiter. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose de très très rare de laisser le parc ouvert. C'est un lieu privé, mais qui est ouvert à tout le monde. Non, je trouve vraiment ça très très intéressant. 74 œuvres monumentales jalonnent le parc de 31 hectares, un labyrinthe étonnant où une trentaine d'artistes jouent avec la matière et la nature. Ici, c'est vraiment un musée à ciel ouvert et vous pouvez y venir quand vous voulez, puisque le parc du château est ouvert tous les jours, gratuitement. Merci beaucoup Catherine. On trouve quelques similitudes, dites donc, avec votre état d'esprit finalement, Georges Larnicole. Oui, je pense. C'est tout à fait. Bravo, c'est une très très belle histoire. Les choses ont de la valeur. Vous savez, on vit, mais on doit transmettre. Et si on ne transmet pas, on est un peu infirme. Et, voilà, on a nos enfants, mais on a aussi dans la philosophie. Et j'apprécie beaucoup parce que ce qu'il disait à un moment donné avec les mains, parce que l'esprit et la main, les deux sont indissociables. Un esprit sans main, je pense que c'est un peu malheureux. Et des mains sans esprit, il en va de même. Et tout un chacun peut, par ses mains, souvent j'ai entendu des jeunes me dire « Oui, mais vous savez, je ne suis pas très doué ». Qui attend, ne te mets pas l'handicap de te dire que tu n'es pas bon. Tu es bon pour quelque chose. Toute ta vie, ton travail se sera trouvé pourquoi tu es bon. Mais chacun est le champion du monde de quelque chose, en fin de compte. Mais il faut qu'il le cherche. Et c'est la beauté de la vie. Exactement. Merci beaucoup, Georges Larnicole. On va justement passer à une nouvelle rubrique dans cette émission, la rubrique environnement. On va accueillir tout de suite Romain Bazir et ses aventures australes. Bonjour Romain. Alors, bonjour. On va évidemment évoquer le projet que vous avez mené avec d'autres ornithologues. Mais avant ça, je vous propose qu'on fasse une petite découverte en images de ce projet. Et on en reparle juste après. Au bout du monde, grands espaces et belles espèces. Chaque année, l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, basé à Plouzané, près de Brest, recrute 5 volontaires pour un service civique hors norme. Étudier ces mammifères marins, ces oiseaux, comme marqueurs des changements notamment climatiques qui se jouent dans l'océan austral. Nos passionnés d'écologie, de nature, d'ornithologie sont âgés de 24 à 28 ans. L'un d'entre eux est briochin.
Pour eux donc, direction les îles Kerguelen, l'archipel des Crozets, les îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam et la terre Adélie. 15 mois d'hivernage sur ces petits bouts de France semés dans l'Antarctique pour participer à ce programme de recherche, mais aussi pour nous apporter les images de ce monde qui semble éternel et qui ne l'est pas. Plus qu'un voyage, une immersion dans cette aventure australe. Magnifiques images. Romain Bazir, vous êtes le représentant donc d'un groupe, on l'a compris, de 5 jeunes ornithologues. Chacun de vous est parti durant 15 mois, c'est ça, en expédition Oui, tout à fait, ouais, 15 mois. L'Institut polaire français. C'est ça. Chaque année, l'Institut polaire emploie des jeunes scientifiques qui partent dans les terres australes pour travailler pour différents laboratoires de recherche en métropole. Nous 5, nous avons eu la chance d'être pris par un de ces laboratoires de recherche et chacun d'entre nous est parti à la fois sur l'île Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam et aussi sur le continent antarctique en terre Adélie. Effectivement. Comment on se prépare à des conditions de grand froid, des conditions extrêmement difficiles? Vous avez eu une préparation spécifique? Pas spécialement. On a surtout une préparation professionnelle pour être compétent dans les tâches qu'on a à faire sur ces îles-là. Mais... on voit sur ces images, c'est quand même assez effrayant. Hein, oui, c'est vrai. On n'est pas préparé. C'est vrai, mais bon, on a cette motivation, on a cette passion aussi qui nous anime, qui nous permet d'affronter ces éléments. Mais ouais, c'est cette passion avant tout qui nous anime et qui nous motive. Alors, quels sont les animaux qui sont l'objet de vos études ? Alors pour le programme de recherche du Centre d'études biologiques de Chizé, on travaille sur ce qu'on appelle les prédateurs marins. Donc c'est à la fois les oiseaux marins, donc tout ce qui est manchot, albatros, et aussi pétrels, donc tout un tas d'espèces, et à la fois les mammifères marins, qui sont constitués des otaries à fourrure ou encore des éléphants de mer. Alors vous posez des bagues sur les animaux et c'est assez drôle parce que finalement ils se laissent assez facilement approcher. On est très surpris quand même. À quoi ça va servir ces relevés qui vont être réalisés grâce à ces bagues ? Alors effectivement, on collecte ce type d'informations par la pose de bagues ou alors de balises aussi pour suivre les mouvements alimentaires ou les mouvements migratoires de ces espèces-là. Donc ça va permettre les bagues notamment de pouvoir suivre un individu toute sa vie. Donc en répétant ces manip-là tous les ans, on arrive aujourd'hui à avoir des informations sur la durée de vie d'une espèce ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez pu faire des constats par rapport au réchauffement climatique ? Parce que c'est quand même un des objectifs de cette étude, d'étudier les effets du changement climatique. Tout à fait. Et c'est aussi un des objectifs du message qu'on va faire passer par Aventure Australe. C'est effectivement là-bas on fait des observations. Donc grâce aux relevés scientifiques analysés par les chercheurs en métropole, mais on a aussi malheureusement, on fait le constat même à l'œil nu sur ces îles-là des impacts du réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous avez vu vous par exemple ? Notamment des mortalités juste de poussins qui meurent de faim parce que leurs adultes aujourd'hui font des trajets alimentaires beaucoup trop longs par rapport à la normale parce que leurs ressources alimentaires s'éloignent de plus en plus de ces îles-là. Donc les trajets alimentaires deviennent plus longs et les poussins finissent par mourir de faim. Ou alors en Antarctique avec tout simplement la fonte de la calotte glaciaire qui, pour des raisons un peu paradoxales, en fait, permettent d'agrandir en fait la zone de banquise. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est ça. Par le phénomène d'eau douce et d'eau salée qui gèle plus vite et qui dégèle moins vite. Donc la zone de banquise s'agrandit, et ce qui fait que les manchots ont aussi un trajet alimentaire plus long à réaliser, et pendant ce temps-là, les poussins aussi meurent de faim. Donc on constate des conséquences directes. Des diminutions de population au fil des années. Oui. Ouais. Alors 15 mois d'aventure en terre australe, ça n'est pas rien. C'est une aventure que vous racontez de différentes façons aujourd'hui. À commencer par un livre, Aventure australe, paru aux éditions Omniscience. Oui. Qu'est-ce que vous dites dans ce livre ? Alors ce livre, il est avant tout illustré pour montrer ce qu'il y a de beau là-bas. Parce que bon, les gens, il faut qu'on leur montre ce qu'on voit là-bas. Donc il est largement illustré, et aussi ces images-là sont légendées par des informations, des anecdotes qui informent le lecteur sur l'unicité de ces territoires-là, mais aussi sur leur fragilité. Alors ça a également donné lieu à une exposition photo. Où peut-on la voir, cette exposition ? Alors cette exposition photo, elle est avant tout assez itinérante. Dernièrement, elle est exposée pas très loin de Nantes. Donc c'est une exposition photo. On propose aussi des conférences, notamment dans certains festivals. Moi j'ai eu l'opportunité de faire le festival Terre d'ailleurs à Toulouse, donc il y a 2 semaines,
Voilà, donc par ces conférences et aussi par ces interventions dans les écoles, on arrive à sensibiliser les gens face à la fragilité de ces territoires-là. On fait découvrir ces territoires-là et on sensibilise par rapport à nos impacts qu'on a ici, qui sont réels là-bas, sur des territoires qui sont très isolés, pourtant très isolés, mais l'impact est réel sur ces territoires-là. Et puis il y a aussi un film. Et aussi, on a réalisé un petit film, donc un petit teaser qui annonce, on l'espère, un plus grand film. Donc c'est quand même en cours de réflexion pour continuer le partage et la sensibilisation sur ces territoires-là. Et puis aussi pour nous faire plaisir et continuer à parler de ces terres magnifiques. Vous êtes devenu un conteur des terres australes quasiment. Oui, en quelque sorte, on raconte un peu ce qu'on peut vivre là-bas, sachant que c'est tous les ans la même chose. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a encore des gens qui expérimentent ces territoires-là. On en revient assez changé, assez bouleversé de ces îles-là, parce qu'à la fois l'aventure humaine est assez bouleversante, puis l'aventure professionnelle, par nos observations qu'on fait, ne peut pas nous laisser indifférents. Donc on revient avec cette volonté de vouloir partager, puis de vouloir sensibiliser les gens à la beauté, mais surtout à la fragilité et malheureusement à l'impact qu'on a sur ces îles-là. Merci beaucoup, Romain, d'être venu nous raconter cette formidable aventure. Et puis si on veut en savoir plus, bien entendu, on consulte la page Facebook Aventures Australes, au pluriel. Je vous voyais admiratif, écoutez. Oui, je trouve extraordinaire que les nouvelles générations, si vous me permettez, aient enfin pris conscience de ce trésor fragile qu'est la planète et la responsabilité qu'on a dans un futur. Dieu merci, quelques gouvernements s'y sont attelés, pas tous malheureusement, mais il ne faut pas désespérer, peut-être qu'un jour la raison viendra. J'espère que ce ne sera pas à cause d'un mauvais cataclysme. Mais merci de ramener ces choses que nous, on ne peut pas voir. Nous, on est une autre partie du monde et on n'est pas conscient de ce genre de choses. C'est que par les photos, les images qui sont absolument magnifiques. C'est d'une beauté, la nature est un enfant éternel. Et on doit la respecter. Merci de votre travail. Quel est votre rêve ultime à vous, Georges Nicole ? Alors, oula. Simple. Hein. Si vous deviez recommencer, vous referiez tout pareil ou... Avec les mêmes erreurs. Ah oui. Ah oui, je pense que souvent on m'a demandé, si vous aviez à refaire votre vie, qu'est-ce que vous feriez ? Je dirais exactement la même chose et surtout avec les mêmes erreurs. Parce que c'est ce qui... il faut tomber pour se relever et puis avancer. Donc c'est absolument nécessaire. Donc la vie est un cadeau qu'il faut respecter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous durant cette petite heure, Georges Nicole, et continuez à nous faire rêver avec vos créations chocolatées. Oh oui, ce sera avec plaisir. On imagine. Merci beaucoup. Alors, quant à nous, nous vous annonçons ce soir la diffusion d'un documentaire après le Grand Soir 3 sur François-Régis Hutin. Vous savez, évidemment, la figure emblématique de Ouest France. François-Régis Hutin, une vie embarquée. Ce sera donc à découvrir ce soir après le Grand Soir 3, un documentaire qui sera suivi d'une émission spéciale présentée par Maxime Guignard, journaliste à France 3 Bretagne, en présence de François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France, Jean-François Pain, qui est donc le producteur et le réalisateur de ce documentaire, Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes, et Pierre Méignery, maire de Vitré. Voilà, quant à nous, écoutez, demain, ce sera notre invité fil rouge, sera Nicolas Perrac, le chanteur bien connu, qui sortira en janvier un nouvel album, Suffit que tu oses. Il nous le présentera en exclusivité dans cette émission. À demain, 9h50.